Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et oui, ça va être... j'ai décidé de faire un retour sur Uncharted Worlds RPGS 2, la campagne dont je suis joueur dedans. Et c'est pas la première fois que je la fais, cette vidéo-là, que j'essaye de la faire, mais c'est long, puis je passe du coq à l'âne, ce qui fait que je vais la séparer en 3 parties, la vidéo. La première va être plus au niveau des personnages, puis de la game en tant que telle. Ça risque d'être la vidéo la plus longue. La deuxième vidéo, ça va être sur RPGS2, un retour sur l'utilisation qu'on en a faite. Vous allez découvrir c'est quoi si vous ne savez pas de quoi je parle. Puis finalement, la troisième vidéo, ça va être plus mon appréciation du jeu en tant que tel, Uncharted Worlds, un PPTA de science-fiction. Ouais, Uncharted Worlds! Écoute, toute une aventure officiellement finie. Il nous reste comme un épisode épilogue qu'on était supposé faire cette semaine, mais moi, j'ai tout saboté ça, encore une fois. C'est parce que j'ai une semaine de fou. Fait que c'est probablement dans 2 semaines qu'on va régler ça, faire un genre d'épilogue. C'est sur ma chaîne, c'est un actual play, mais c'était pas là pour impressionner la galerie. C'était surtout un outil de travail pour moi qui aime ça réécouter les games pour me mettre à jour. Marc Vallière, meneur de jeu, qui, où lui aussi l'écoutait, on était les deux seuls qui l'écoutaient. On le mettait public pour que les gens l'écoutent, puis regardent à quoi ça ressemble une game avec du monde qui sont juste ensemble un mercredi soir à jouer, à rire, à parler d'autres choses, à revenir à la game, avec du son pas balancé. On n'est pas une gang de théâtre, d'improvisation avec un montage pour faire plaisir au public. Non, c'est ça. Fait que si vous voulez voir à quoi ça ressemble une game normale avec du monde normal, ben venez voir notre game. Fait que c'est ça. 67, peut-être avec quelques hors-séries qu'on a faites, peut-être c'est alentour de 70 épisodes, plus ou moins. C'est quand même beaucoup d'épisodes. Ouais, puis j'ai retiré des choses intéressantes de cette game-là. Ben écoute, je vais y aller d'emblée avec la première affaire qui me vient en tête quand je pense à cette game-là, l'affaire positive qui en sort, c'est que c'est la première fois que moi, en tant que joueur, je finis une campagne de la bonne façon avec un personnage. Et oui, ça m'est jamais arrivé avant. J'ai eu plein de personnages marquants, mais on n'a jamais vraiment fini les campagnes. Je fais juste penser à 2-3 personnages qui me viennent en tête spontanément. Le Gruff, un Torvalien que je vois dans l'œil noir. Puis le meneur de jeu, il était trop fatigué, ça marchait plus, il avait une nouvelle job, puis il trouvait ça compliqué. Fini. C'est au milieu du danger, nous autres, quand ça a lâché. Là. Qui d'autre? Il y avait Irwin, un chevalier à Pathfinder. À un moment donné, les joueurs changeaient trop dans le game, puis le meneur de jeu a décidé de passer à autre chose. Et finalement, Briscoeur, All for One, lui, c'est ça qui arrive. C'est compliqué à mettre en place, ce game-là. Fait que, on a de la misère à se rencontrer officiellement. Fait que, c'est ça ne marchera pas. En tout cas, peut-être ça va revenir, mais je m'attends pas à rien. Tandis que là, Révérend Colbeck Scott, wow, j'ai réussi à faire une campagne au complet, des arcs au complet, et d'y aller à fond avec un personnage religieux tel que je l'aime. Oui. Écoute, j'ai aimé ça, jouer ça, d'aller à fond là-dedans. Jusqu'à la dernière game, j'étais complètement un sage qui croyait à son Dieu. C'est quoi sa religion? Au départ, c'était la race dorée qui vénérait le changeur doré. Un des arcs de mon personnage a été un peu d'augmenter sa relation avec son Dieu, qui se prônait comme... il voulait le changement. Fait que là, la religion disait, ben le changement, c'est des changements pour essayer vivre suffisamment longtemps, être presque immortel pour pouvoir entendre ce que le changeur doré a à dire. Puis on passait par des changements cybernétiques, biotechnologiques, c'était comme ça. Puis moi, mon personnage, c'est un humain, il y a un système gaïen. Dans le fond, Marc a mis le système solaire dans RPGS 2. Puis on vient de là. Mais moi, un peu mon background, c'est que j'étais allé travailler là-bas, dans la Confédération Nassinan, où est-ce que cette religion-là, j'ai été complètement étonné de ça. Ma peau a été changée en jaune. Ma structure osseuse a été augmentée, parce que c'est ça, je voulais comme être vraiment quelqu'un d'ultime pour son Dieu. Dans cet arc-là, ben j'ai comme un peu découvert la religion était menée par qui, c'était qui le genre de pape et tout ça, puis j'étais pas super d'accord. Je trouvais que ce que le changeur doré semblait nous enseigner allait bien au-dessus de ce que la religion essayait d'inculquer à ses suivants. Puis à un moment donné, le changeur doré s'est manifesté à moi directement, me prouvant qu'on pouvait pas, que c'était pas obligé de changer tout son corps pour pouvoir lui parler, que c'était juste de prôner le changement positif
C'est ça. Jusqu'à la fin, il m'a guidé, même dans les moments les plus sombres. Ça, c'est un arc qui est assez réussi. L'autre affaire de cette game-là, ben, c'était évidemment le groupe de joueurs, groupe de personnages non-joueurs. Ben, Marc, comme meneur de jeu, qui était très consciencieux, qui a bien fait ses devoirs avec RPGS2, il nous amenait des éléments de tout ça, il y avait toutes sortes d'interactions et ça a donné toutes sortes de situations pas mal intéressantes. Fait que, tu sais, il a fait une belle job à ce niveau-là, vraiment. Une intrigue, il nous a mêlé avec l'histoire des monolithes puis tout ça. Puis il nous suivait dans nos niaiseries, puis voilà, il faisait ça, il utilisait les tables aléatoires des fois pour voir où est-ce que ça allait mener dans RPGS2. Tu sais, il utilisait toutes sortes d'outils intéressants. Fait que ça, jusque-là, ça va. Ça avait bien été de son côté. Puis là, ici, Max, dans le fond, qui est le personnage chez PA qui le jouait, un adolescent cynique, mécanicien, pilote, et surtout rentré clandestinement dans le vaisseau qui s'appelait au début Coming Soon, qui a changé de nom à un moment donné quand on s'en est approprié nous-mêmes. On l'a appelé le Deuxième Chance. Mais il appartenait, le Coming Soon, il passait des annonces de films de Disney dessus. C'était ça sa job. C'est un vaisseau qu'on louait. Stéphanie, qui était là la majeure partie de la campagne aussi, qui jouait Squeak, un rat robot, puis dans le fond, qui montait plein de pièces à travers la galaxie. Un personnage très utile, et à nous trois, on était pas mal le noyau de cette campagne-là. En termes de personnages, il y avait un très, très bon équilibre là-dedans. C'est-à-dire, Max me confrontait quand je partais dans des délires religieux. Mais le contraire était aussi vrai, j'inspirais Max à vouloir de se changer pour le mieux parce qu'il a eu une enfance très rough, il a été comme un peu un esclave dans des mines sur Mercure, il s'en est sorti, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était comme, pour lui ici, il a eu sa propre quête, tout ça. Puis Squeak, à travers ça, ben, qui était le rat robot, sensible quand même, puis c'est ça qui était vraiment notre compagnon idéal pour toutes sortes d'occasions, avec ses talents spéciaux, avec les machines. C'était très beau à voir. Non, on avait un bel équilibre. À travers ça, il y a eu deux autres joueurs qui ont fait un bout avec nous autres. Au début, il y avait Patrick, qui jouait Oriane Perron, qui jouait ma fille, en fait. Ouais! Tu sais, dans mon background, en fait, c'est que avant de devenir capoté religieux, j'avais une femme et un petit enfant, puis Chantal Perron, mais là, quand j'ai commencé à travailler dans un autre système solaire, elle était pas bien, puis quand je suis devenu religieux, elle a viré sur le top. C'est ça, fait que là, elle a décidé de se réfugier sur Terre, qui était complètement dévastée, en fait. Elle m'a laissé mon enfant, tu sais, probablement, puis on s'est laissé de même. Fait que là, Oriane, elle était la pilote du vaisseau. Elle était zéro religieuse. Elle était plus genre réseaux sociaux, puis regardez comment je chiotte. Quand Patrick a arrêté, son personnage est devenu un personnage non-joueur qui faisait des courses dans un autre, dans complètement un autre secteur de la galaxie. Fait que ça a été ça. Puis elle est partie avec une grosse partie d'équipage qu'il y avait au début, Fry, Torres. Donc, c'est les deux seuls, je me souviens le nom. Il y avait une couple qui faisait partie un peu de notre environnement, l'équipage du vaisseau. Il y a eu Philippe qui a joué un bon bout de temps avec nous autres aussi. Il jouait le Dr. Rox, une espèce de prince d'une monarchie, mais qui est un scientifique qui a créé l'Oxymune, qui pouvait servir d'arme de destruction massive, mais qui pouvait aussi servir de bien des solutions médicales et tout ça. Et justement, même après que Philippe ait arrêté que nous, l'Oxymune faisait partie de nos vies, sérieusement, c'était la solution contre les monolithes. Il était allé chercher ça dans RPGS2, Marc, l'histoire des monolithes qui contrôlent les esprits, tout ça, puis il y avait tout un complot pour envoyer les monolithes au milieu de la galaxie, puis on a prévenu la destruction d'une planète entière, d'une population, grâce à l'Oxymune, en disant « Non, on a la solution, pas besoin de rien détruire, l'Oxymune est la solution ». Fait que ce qui a été apporté dans la game par Philippe a vraiment servi jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte, comme on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Puis il y avait toute une série de personnages non-joueurs qui gravitaient autour de nous autres, tout aussi intéressant. Fanny, une des premières qui embarquait après que l'équipage soit parti, ou en tout cas plus ou moins, qui est une genre d'enfant sur une planète de glace qui vivait dans une espèce de grosse commune étrange. Elle avait tout à apprendre de la vie. Ça a été un peu le crush de Max dans tout ça. Il y a Yumi qu'on a récupéré parce que son frère, c'est un criminel, travaillait pour les Yakuza, puis elle aussi est un peu mêlée là-dedans, vendait de la drogue.
Mais là, on l'a amené sur le droit chemin. Le changeur doré l'inspirait pour faire le mieux. Puis on a eu, entre autres, quand le Dr. Huck est parti, on a eu le Dr. Polaski. On a fait un jeu de mots avec le Dr. Polaski de Star Trek. Elle s'appelait Polaski. Puis c'est ça, très utile vers la fin. T'sais. Fait qu'on avait tout ça, on avait des animaux de compagnie. Il y avait toute une belle dynamique et toutes sortes de choses qui se passaient. Il y avait les Joe Louis, un gâteau. Pour ceux les Français qui m'écoutent, c'est un gâteau, c'est un petit cake québécois là, fait par la compagnie Vachon. Les Joe Louis faisaient partie de nos vies. Les Joe Louis et les sushis. C'est les deux affaires qui faisaient partie de nos vies, toi. Ouais. Fait qu'il y avait tout... Ah oui, puis là, il y a un autre personnage non-joueur. Ben, tu sais, il y avait aussi des personnages non-joueurs secondaires, tu sais, l'archi-général, tu sais, des capitaines de vaisseaux qu'on rencontrait. Mais il y en a une en particulier que j'ai découvert que j'ai eu un autre enfant. Tu sais, ma femme un peu folle, là, qui est partie. Elle était enceinte de moi, ben, elle me l'a pas dit. Puis là, elle a eu l'enfant sur Terre, elle m'a dit, je peux pas élever mon enfant dans un monde aussi dévasté. Puis elle l'a donné en adoption. Puis ma femme, complètement folle, mon ex, devenue la chef de Microsoft Corporation, la Red Cross, les médecins. Fait qu'elle s'est repris en main beaucoup. On s'est rencontrés. Mais c'est ça, elle ne m'a pas parlé de mon enfant, mais sauf que je l'ai rencontré parce que la fille en tant que telle, probablement, c'est dans son ADN. Mais on a rencontré un genre de médecin sur le terrain, puis c'était elle. Fait que là, on a découvert ça par l'ADN, puis en tout cas, ça s'est dévoilé que c'était ma fille. C'est ça. Fait qu'il y a eu un moment d'émotion, genre sa fille qui découvre qui est son vrai père, puis c'est une espèce de freak religieux. Puis elle découvre qui est sa vraie mère, c'est la directrice de Microsoft, puis en tout cas, bref, mais c'est ça. Par après ça, elle était comme très secondaire dans toutes nos affaires, là, mais est-ce que ça s'est dévoilé, une strate de plus dans la vie de mon personnage, ouais. Toutes sortes d'aventures, toutes sortes de missions. Écoute, il y en a une, là, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, pour moi, dans RPGS2, dans notre campagne, c'est Sean et Ginette. En fait, ils ont été introduits dans un des hors-séries. Moi puis Stéphanie, au jeu Sean et Ginette, du monde qui avait des espèces de pouvoirs psychiques vraiment bizarres. Puis, là, ils ont apparu un moment donné dans notre campagne, puis il fallait juste les escorter dans un genre de planète médicale pour qu'ils soient traités, puis c'est resté de même. Mais moi, il m'intrigue, ces deux-là. Il y a ça, il y avait une histoire de trésor sur une des planètes qu'on n'a jamais vraiment été investiguée. Là, ce qui arrive, c'est que des fois, les circonstances nous amenaient à droite et à gauche. Parce qu'on a eu toutes sortes d'aventures un peu partout, comme je dis, puis à un moment donné, il y avait un problème grandissant qui s'avérait être les monolithes qui a pris une grosse partie de l'aventure. Mais avant les monolithes, on est allé régler un peu le problème sur Terre, parce que c'était amené par des espèces de gangsters barons, un post-apocalyptique. On a comme réussi à faire du moins un semblant de paix sur la Terre. On a libéré des prisonniers sur Mercure, exposant au grand public ce qui se passait vraiment là. Il y a des enfants exploités, mais c'était caché par les Yakuza. Ouais, on a fait chier les Yakuza. On s'est fait offrir une planète à un moment donné. On ne la voulait pas, c'était un paquet de troubles. Ah, plein d'affaires qui sont arrivées, vraiment. Tu sais ça, il y a plein de rebondissements. Là. Tu sais, je ne ferai pas le résumé tout. Allez voir l'actuel play. Bon, c'est ça. Vraiment. Puis là, ouais, mais quelque chose que j'ai découvert sur moi. Tu sais, ça, je vois ça comme positif. Puis vous avez peut-être trouvé ça bizarre ce que je vais dire. Mais j'ai découvert à travers cette campagne-là que le roleplay, je ne trippe pas tant que ça. Pas que j'aime pas le roleplay. J'adore le roleplay. Tu sais, écoute, j'avais un personnage à roleplay. J'étais un genre de prêtre capoté. C'est sûr que j'avais besoin de mes spotlights et tout ça. Mais on dirait que j'ai une limite à la quantité de roleplay qu'il peut y avoir. Et je m'explique. Parce que des fois, tu te retrouvais une situation, personnage non-joueur, puis là, il y avait comme des conversations qui s'engageaient. Les conversations n'avaient pas nécessairement comme de rapport nécessairement à l'aventure, à ce qu'on essayait de faire, ce qu'on devait faire. C'était juste une conversation du type, parfois même du niveau de « ben comment ça va ». T'sais. C'est bien correct pour ceux qui aiment ça. Là. Moi, j'ai découvert que je ne sais pas à quel point je veux les faire, ces scènes-là, tout le temps. Je ne dis pas de jamais en faire, mais à un moment donné, il n'avait. C'est pas une critique, c'est juste comme moi, je me suis découvert un talent à avoir une limite. J'ai l'impression que je filais pour peut-être plus d'action, moins de roleplay. Mais en même temps, on s'entend, là, quand tu joues dans un groupe,
Je veux dire, t'embarques dans le train, puis tu sais, je voyais que je pense que les autres semblaient beaucoup aimer ça, ce genre d'échange-là. Puis on s'entend, c'est pas inutile tant que ça. Veut dire, tu sais, quand tu fais du roleplay de même, veut dire, tu rajoutes des couches de profondeur à ton personnage. Moi, mon personnage avait toutes sortes de couches de profondeur. Merci roleplay, merci conversation, comment ça va, mais c'est ça. Mais en tant que tel, tu sais, on dirait que c'est peut-être aussi le fait que tu sais, je suis tellement intense dans mes games avec mes jeunes parascolaires que moi, là, ça roule. Fait qu'on dirait que mon cerveau du rôliste, il veut que ça roule. Fait qu'on dirait qu'il est un peu, il était comme pris de court quand il tombe dans un comment ça va. Puis tu sais, des fois, Marc, il m'amenait il me présentait des personnages aux joueurs qui semblaient bien impressionnés par mon personnage et essayaient de me séduire, tu sais. Puis moi, j'étais comme, non, je veux pas. C'est ça. Ben, en fait, ça n'intéressait pas mon personnage, déjà en partant. Je n'étais pas capable de voir mon personnage vouloir tomber dans une relation du genre. Mais moi, en tant que joueur, c'était comme, oh, tu sais, c'est comme, moi, c'était ma façon de dire, OK, je ne veux pas m'embarquer trop dans une relation puis tomber dans des roleplays du type, comment ça va. Mais, tu sais, comme je dis, c'est pas une critique parce que, comme je dis, j'embarquais dans le train, les autres semblaient aimer ça. Puis, tu sais, je sais que entre autres, Marc et Stéphanie se suivent dans une coupe de game, puis leurs personnages, quand ils en parlent, écoute, des personnages qui ont de la profondeur, là, tu sais, puis c'est ça, probablement qui ont mariné dans du roleplay qui amène ça, tu sais, fait que, tu vois, c'est du positif. Comme je dis, c'est juste moi. J'ai l'impression que, tu sais, si j'ai à aller dans une game, je vais plutôt chercher du roleplay utilitaire, là, tu sais, du roleplay qui nous force à aller vers la prochaine scène de ce qu'on est supposé faire. C'est ça. Je suis un peu d'accord, en fait, avec Lestat JDR. Là. Lui, il a fait une vidéo exactement là-dessus. Si je voudrais jouer sur sa chaîne si vous voulez la voir. Là. C'est ça. Parce qu'il peut avoir de la profondeur dans ce genre de roleplay-là, utilitaire, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, je l'ai fait. Je suis allé au bout de cette histoire-là, même avec tous ces roleplays-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a confirmé quelque chose. J'aime le roleplay, mais avec parcimonie, en fait. Je pense au début, j'ai dit, j'aime pas ça tant que ça, le roleplay. Non, je pense que ça va être plutôt de dire, j'aime le roleplay avec parcimonie. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, je file pas toujours pour être dans des grandes conversations. C'est ça, moi, je suis là plus pour l'aventure. Que mon personnage est un véhicule pour vivre l'aventure. C'est ça. Fait que ça a été quand même une découverte. Ça m'a confirmé quelque chose. Mais tu sais, c'est ça qui arrive. C'est la première fois que je suis joueur aussi longtemps avec un personnage, que je t'offre un personnage aussi longtemps. Ça, c'est big. Fait que c'est sûr que j'ai été exposé à toutes sortes de choses, dont du roleplay, toutes sortes d'affaires de même, que j'ai jamais eu l'occasion de faire avec aucun des personnages avant parce que ça s'est jamais rendu aussi loin. Fait que quand même, moi, je me considère privilégié d'avoir pu amener à bout un personnage de même. C'est ça, un personnage comme le révérend Colbix Skull, qui va vraiment faire partie de mon panthéon de personnages dont je suis fier. Merci Marc, merci PA, merci Stéphanie, merci aussi Patrick et Philippe qui m'ont donné des contreparties très intéressantes à mon personnage qui était extrême. Ouais, c'était une belle ride, tout ça, Uncharted World RPGS. Je suis content d'avoir fait ça, puis voilà. Le livre se ferme, puis je n'en garde que pour la majorité de ce qu'on a fait que de bons souvenirs. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, qui va être probablement la vidéo qui va parler d'RPGS 2 un peu plus. Bien, jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.